Pascal, chers amis, c'est un grand plaisir, un grand honneur que vous me faites ici, en m'invitant, moi, ni français ni espagnol, plutôt un étudiant depuis 50 ans, sur la question des Espagnols républicains en exil. Comme tel, je suis ici pour vous parler de tragédie, de souffrance et d'horreur. Je commence par les enfants basques, parmi les tout premiers à souffrir. En mai 1937, 11 000 enfants basques ont été évacués par mer en route pour la France. Avant de partir, ils firent le serment de ne jamais se séparer. Lors de leur arrivée en France, on les appelait de petits cochons basques, la lie de l'Espagne. En Belgique, c'était un marché de viande. Les plus jeunes et les plus tendres passaient les premiers. Un enfant tenait la main de sa petite sœur. Le père était mort, le mère était en France. J'étais, racontait-il plus tard, son seul protecteur au monde. Elle était en larmes lorsque l'on me l'a enlevé. Ainsi avait-il échoué à la promesse solennelle de rester ensemble coûte que coûte. En Angleterre, dans un camp près de Southampton, on apprit aux enfants que Bilbao était tombé aux mains des franquistes. Un cri collectif monta au ciel, une lamentation hystérique. 4000 enfants couraient dans tous les sens en pleurant toute la nuit. Ils avaient bien compris le sort de leurs parents. D'autres enfants basques, tous catholiques, furent envoyés en Russie athée. Aucun aux États-Unis, sous le prétexte qu'admettre les enfants basques ce serait discriminer contre les enfants non basques. Victoire pour la propagande de l'Église catholique américaine qui proclamait que le Pays basque était tombé sous le contrôle des communistes. Franco faisait de son mieux pour forcer le retour des enfants en Espagne. Échec total pour Franco, jusqu'à la chute de Santander, quand ses forces s'emparèrent de l'une des 4 listes des enfants évacués. À partir de ce moment-là, on publiait chaque jour dans les journaux une liste des noms de 50 enfants en ordonnant à leurs parents qui se déclarent immédiatement aux autorités. Dans un avertissement paru dans le journal Gaceta del Norte, ceux qui désobéissent vont le regretter profondément. Rien n'arrêtait les franquistes. Des lettres falsifiées, des parents ressuscités. Quant aux enfants basques qui retournaient chez eux, tout ce qu'ils portaient en souvenir de leur exil fut confisqué, même leur Bible. C'était à cette époque que Federico Monsen se rendit à Paris. Le 18 juin 1937, au Vélodrome d'hiver, Federica était à la tribune. Un anarchiste parle au nom de notre civilisation. Je l'ai connu au siège de la TNT, rue Bedford, Toulouse, pendant les 2 ans que j'ai habité là-bas. Permettez-moi que je lise une partie de son discours. Camarades, amis,
Le prolétariat international, les démocraties européennes ont refusé de comprendre un fait simple et élémentaire, qu'en Espagne, le sort du monde est en jeu. Contre le fascisme, les démocraties ont échoué comme entité d'État. Et le prolétariat a échoué comme force révolutionnaire. Les internationales, la deuxième, la troisième et même la nôtre, ont échoué, incapables d'organiser une protestation à travers le monde qui puisse forcer les gouvernements à s'élever contre la mainmise de l'Espagne par l'Italie et l'Allemagne. Ah, camarades, frères français, quelle différence entre la vie que vous menez, insouciante et tranquille, pleine de plaisir, la vie joyeuse, et celle que nous menons en Espagne. Nous avons appris à la priser hautement en regardant comment meurent les hommes. Il faut maintenant que vous vous adaptiez à une seule pensée, à la prendre par cœur, afin que vous sachiez combien vous êtes en danger. Les mêmes bombes lancées par les mêmes mains qu'aujourd'hui massacrent nos enfants, nos femmes, nos vieillards, vont tomber en averse sur vos vieillards, vos enfants et vos femmes. C'est ça le fascisme. Il nous menace tous. Il signifie la fin de toutes les valeurs de notre civilisation. Si le fascisme est victorieux en Espagne, c'est la guerre inéluctable qui s'ensuit. On passe à l'exode massif de janvier et février 1939. Des centaines de milliers d'Espagnols traversaient la frontière. On dormait sur la plage, on le sait, glacés, sous la belle étoile. Aurait-il pu être prévu et la misère des camps adoucie? À la Chambre, on protestait que l'on ne pouvait pas construire une ville pour les réfugiés tant que les républicains se battaient encore. Cela eût constitué une insulte à leur courage. Argument que le ministre Albert Serrault lui-même employa à la Chambre. On nous dit que je prévoyais la débâcle catalane. J'ai longtemps réfléchi sur ces questions et j'ai toujours eu ce rêve qu'un Rockefeller, qu'un Carnegie, prévoyant, eut l'idée d'engager un transatlantique en stockant suffisamment de combustible, d'eau et de tentes, même pour 400 000 personnes, pour attendre dans le golfe du Lion au cas où. Histoire de souffrance, suivie par d'autres, suivie par d'autres. Mais partout on peut remarquer le caractère héroïque de ce peuple en exil, qui connaissait parfaitement bien son ennemi. L'histoire de la résistance espagnole ne sera jamais écrite. Le problème dépasse les difficultés normales, celles de l'absence d'archives, de plans opérationnels, de feuilles de route, de rapports des unités en action. À la différence de la résistance française, qui disposait au moins d'un état général à Londres, puis à Alger, pour rassembler les renseignements et enregistrer les transmissions de radio, la résistance espagnole n'avait aucun centre de contrôle. Tout ce qui reste aux historiens sont les mémoires et les souvenirs, les mémoires écrites longtemps après, quand les souvenirs étaient moins vifs, moins clairs.
La résistance espagnole en France, comment fut-elle constituée? De façon centripète ou de façon centrifuge? Dans des conditions normales, le parti répondrait centrifuge. Mais ici, les conditions n'étaient pas normales. Les leaders du parti se trouvaient à Moscou. Ceux qui remplaçaient les leaders en absence des leaders allaient payer très cher leur autopromotion. Mais ceci mis à part, la réponse est simple, de façon centripète. Et le PCF et le PCE n'étaient pas sous Vichy en harmonie. Dans le camp d'Argelès en octobre 1940, sous l'alliance Hitler-Staline, le PCF donnait ses ordres aux prisonniers, restez dans le camp. Le PCE, évadez-vous. C'est l'une des maintes raisons pour lesquelles le PCF n'a pas voulu rendre hommage à leurs camarades espagnols. On passe au rôle des guerrilleros. Dès la défaite de juin 1940, les Espagnols affrontent un problème. S'opposer à Vichy, ce serait contrarier les Français à cette époque où presque tous appuyaient Pétain. Pourtant, on peut noter que dans la Haute-Savoie, en octobre 1940, Jesús Monzón, espagnol, devint le premier à organiser une unité de maquis prête au combat. Feu Hervé Couteau-Bégari, dans une revue, m'a contredit sur ce point, mais je signe et je persiste. Quant au rôle du maquis et des guerrilleros, comment l'évaluer? Le mieux, c'est la critique de l'ennemi. C'est à trouver aux archives de Freiburg im Breisgau. Je veux citer le rapport du général Johannes Blaskowitz, commandant en chef des forces allemandes dans le Midi. Il ressemble à un essaim de guêpes. Elle ne tue pas, mais elle pique et rend la vie très, très déplaisante. Je passe à la vie urbaine. L'exécution du colonel SS Julius Ritter, chef du STO, dans le parc Monceau. C'est Celestino Alfonso Matis, de Salamanque, qui a tiré sur lui, en pleine figure, à une distance d'1 mètre. En représailles, 50 otages exécutés. Réaction du général de Gaulle à Londres, mauvaise idée. C'est vrai. La célèbre affiche rouge où il y a Celestino Alfonso dans la mosaïque. Ils furent tous trahis. Et pour cause. Staline voyait clair. Il voulait à la libération que tous les héros portent des noms français et non pas des noms comme Vichitz, Jelic ou Alfonso Matis. Il fallait que les rescapés de la main-d'œuvre immigrée tombent aux mains des Allemands. Sans l'existence de l'affiche rouge, l'histoire aurait été enterrée vive, ensevelie, sous le poids de l'anti-histoire. Citons le témoignage de l'artiste célèbre Pascal Convert, qui fut honoré ici par M. le maire le 11 avril 2005. Pascal Convert évoque ici, dans l'Humanité Hebdo du 9 avril 2005, le cas de Joseph Epstein, juif polonais, résistant, dit colonel Gilles, responsable militaire des FTP pour Paris et la région parisienne. Dans le dictionnaire que j'ai,
On trouve, oui, le nom de Manouchian, mais non pas le nom d'Epstein, ni du colonel Gilles, ni celui de Celestino Alfonso Matis. Pascal Convert a écrit à leur égard: il n'était pas forcément opportun de mettre en avant comme grande figure de la résistance des patriotes venus d'ailleurs. Les patriotes venus d'ailleurs. La Gestapo avait permis à chacun dans le groupe d'écrire une dernière lettre. Alfonso Celestino écrivit: je ne regrette pas mon passé. Si tout était à refaire, j'aurais choisi d'être le premier à mourir. Je meurs pour la France. Et au peloton, il a même souri. Ils avaient été trahis. Il fallait que les rescapés de la main-d'œuvre immigrée tombent aux mains des Allemands. Et sans l'existence de cette affiche rouge, je dis, l'histoire aurait été enterrée vive, ensevelie sous le poids de l'anti-histoire. Car même aujourd'hui, selon Wikipédia, le colonel Ritter SS fut exécuté par la résistance française. Je passe à la déportation. Comme disait Pierre Laval, pour chaque Espagnol déporté, un Français de moins. En juin 1940, les Espagnols faits prisonniers en uniforme français furent refusés le titre de prisonnier de guerre et envoyés dans le camp SS. De ceux-ci, 95% furent envoyés à Mauthausen, choisi précisément parce que ce camp appartenait au Stufe 3, catégorie 3, la plus dure des camps SS. De ce camp-là, en principe, aucun prisonnier ne sortait vivant. Passons aux Espagnols dans les camps SS. Selon le témoignage des autres, c'était ceux qui sont sortis le mieux de cette suprême épreuve. À la différence des Polonais, des Russes et de beaucoup d'Allemands et d'Autrichiens, chaque Espagnol était là parce qu'il était antifasciste. Presque tous étaient anciens combattants de la guerre d'Espagne. Quelle que fût leur idéologie, ils comprenaient tous la nécessité absolue de la solidarité. L'historien autrichien Hans Marschalek, à Mauthausen, s'étonnait que malgré la diversité de leurs idéologies, du centre droit jusqu'aux anarchistes, ils restaient unis. À Buchenwald, Christopher Burney, prisonnier britannique, a écrit au sujet des Espagnols: ils représentaient le prisonnier modèle. Ils étaient toujours polis, ils se soutenaient, ils n'exprimaient aucun signe de démoralisation. Celui qui pense du mal à des Espagnols devrait réfléchir, ils se comportaient comme des hommes dignes. David Rousset, aussi à Buchenwald, ajoute: il se comportait très, très bien. Juan de Diego m'a dit qu'aucun Espagnol à sa connaissance ne se suicida. Quant à Edmond Michelet, il a écrit: nous étions tous d'accord que les Espagnols méritaient la plus grande sympathie. Ils ne se plaignaient pas. Malgré leurs grands différends politiques, ils les mirent à l'écart. Le comportement était exemplaire. Ils ne prenaient pas le temps des autres au lavabo ni les rationnements des autres. Il y avait dans le stoïcisme une vraie grandeur. Le docteur John Bennick écrit: ces Espagnols gagnèrent notre admiration par leur valeur et leur noblesse.
Le docteur François Vetteval présente la communauté espagnole comme la plus unie, la plus harmonieuse. Quand ils vous donnent leur métier, ça compte vraiment. Le père Riquet, que j'ai connu, les a décrits en termes pareils. Jean Lafitte, qui probablement devait sa vie à l'aide qu'il a reçue de la part des Espagnols, médita longtemps là-dessus avant de faire son hommage à tous les Espagnols, les meilleurs dans toute l'Espagne. Leur collectivité était superbement organisée. Et quel paradoxe, ce peuple tellement individualiste et ici tellement uni. Il n'excluait personne, sauf les lâches et les traîtres. Michel de Bouart écrit qu'en fin de compte, même les SS en vinrent à respecter les Espagnols pour le courage et leur esprit. C'est dire. Je passe maintenant à l'expérience des Espagnols qui passaient la guerre en Union soviétique. Ceux qui partirent d'Espagne ou de France en 1939 étaient au nombre de 6 000, presque tous communistes. Mais à la fin de la guerre d'Espagne, il y avait d'autres Espagnols en Russie, 2 groupes qui y étaient comme des visiteurs par hasard et dont la sortie de Russie fut interdite. Il s'agissait d'aviateurs étudiants à l'académie, au nombre de 210, et de marins, au nombre de 274, ceux-ci en grande partie anarchistes. Une vingtaine de ces derniers étaient toujours vivants en novembre 1942, quand on les envoya comme traîtres à la patrie au camp de Karaganda dans le Kazakhstan. Seuls 6 survécurent. Passons maintenant au sort des enfants en Russie. Santiago Carrillo, chef de l'organisation JSU, Juventudes Socialistas Unificadas, insistait auprès des enfants, même si vos parents vous prient de rentrer chez vous, refusez. Les autorités soviétiques, elles, trouvaient une autre façon, une autre solution. Tout enfant espagnol qui atteint l'âge de 16 ans devenait automatiquement citoyen soviétique, donc sujet aux lois soviétiques, et donc privé du droit de quitter le territoire soviétique. Au début de l'attaque allemande, les Espagnols en Russie ont cru voir l'opportunité de leur vie. Ils avaient tant de choses à offrir à leur hôte soviétique, leur expertise au combat de chars, au combat dans les airs, au combat dans les lignes. Ils avaient de plus, ce qui manquait à tous les soviétiques, 3 ans d'expérience dans une lutte des plus dures, avec connaissance des armes de guerre les plus modernes, y compris les Allemandes. Personne ne doutait que certains, parmi les officiers espagnols, fussent capables de prendre le commandement d'unités soviétiques. Il n'en fut pourtant rien. Presque aucun Espagnol n'obtint le droit de se battre dans une unité régulière. À aucun ne fut donné un commandement. La vie du goulag, ce n'était plus un mystère. Ça durait non plus. En 1947, la Commission internationale contre le régime concentrationnaire, siégeant à Bruxelles, dont le vice-président était David Rousset, rappelant sa plainte contre les lettres françaises, démontrait combien se ressemblaient les camps SS et ceux du goulag. Certains prisonniers qui étaient passés par les 2 systèmes
telle Margarethe Buber-Neumann, et à la différence de Geneviève Vaillant-Couturier, avaient déjà noté certains points en commun. J'ai étudié ces questions et je tiens à ajouter les points suivants. Mon premier point, la guerre contre la culture. En construisant Buchenwald, Himmler a sélectionné Weimar, et même le site autour de l'arbre où Goethe se reposait avec Eckermann. Tout comme Yechov, pour construire le camp de Taganrog, avait choisi la ville de Tchekhov. Mon deuxième point, le travail des esclaves. La SS et la NKVD firent fortune avec le produit du travail gratuit. Mon troisième point, les annexes des camps. Les SS construisaient les Nebenlager, les annexes, même très loin du Mutterlager, le camp principal, pour Mauthausen, à Vienne, à Passau, à Leibelpass en Slovénie, et pour le Goulag, pour Dolinskoy, qui était le centre, il y avait une annexe même au lac Balkach, à une distance de 500 km. Le quatrième point, la classe antisociale, Zigeuner asoziale, triangle noir. Pour le NKVD, il y avait le sozialno opasni element. Solzhenitsyn nous dit que le NKVD donnait aux enfants espagnols la couleur noire et que le camp de Kharkov était plein d'Espagnols. Le cinquième point, la discipline. On donne l'autorité aux prisonniers. Dans le Reich, les capots qui portaient le triangle vert donnaient à la classe criminelle. En Russie, les nachalniki, même privilège, même tyrannie sur les autres prisonniers. Il n'y a rien là de surprenant. En 1935, le journaliste Bertrand de Juvenel était à Moscou. Il rencontre un jeune Allemand qu'il avait connu en France. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demande le Français. L'Allemand lui répond « Berlin m'a envoyé ici pour étudier le système Goulag. » À vrai dire, ni la Kazetler, prisonnier dans les camps SS, ni le Tsek, prisonnier dans le Goulag, auraient préféré la vie de l'autre. Le Goulag survécut plus longtemps. Même dans les années 80, on rapportait la présence d'Espagnols qui n'en avaient toujours pas été libérés. En mai 84, lors de sa visite en Union soviétique, le roi Juan Carlos souleva ces questions à Brejnev. Quelle différence au Mexique? En 90, le même roi exprimait au président mexicain l'éternelle gratitude de l'Espagne pour l'hospitalité fournie aux républicains en exil. Revenons en France. Toulouse, place Wilson, le 10 juin 1945. Hommage aux déportés revenus. Réunion présidée par Raymond Badiou. Raymond Badiou, socialiste, le nouveau maire. Les intervenants, Jaime Nieto, communiste, Buchenwald. José Estebras, anarchiste, Mauthausen. Et Federico Monsen. C'était risqué pour Nieto d'être vu en une telle compagnie, car lors d'une autre réunion à Toulouse, celle qui présidait était la Passionaria. Juan Martorell, Dachau, nous raconte:
On accuse les communistes espagnols à Dachau, qui ne pouvaient pas sauver la vie de tous les communistes quand ils devaient faire la sélection, de s'être comportés d'une façon inhumaine et sectaire, inhumaine et sectaire. Nous sommes suspects de ne pas être morts au combat. Sospechosos por no haber muerto matando. D'après Enrique Lister, et je cite, le fait de ne pas être mort faisait de chacun d'eux un suspect de trahison. Le thème, c'est des camps de France autour du rail. Les Espagnols étaient partout, dans tous les camps. Excusez-moi David, excusez-moi Lisa. Effectivement, donc moi aussi je suis un peu déçu quand même que David ne n'aborde pas typiquement et centralement le thème, bon, on va le dire dans la discussion sûrement. Mais donc pour l'instant, néanmoins, David à 3 minutes près et dans le temps de parole qu'on avait prévu, donc je vous demande d'avoir effectivement la patience de l'entendre avec ce qui vous paraît juste, ce qui ne vous le paraît pas, et après on va discuter. Donc voilà, très bien. Il reste à peu près 3 minutes, David. Merci. 3 minutes? Oui. D'accord. Et Jorge Semprún, Buchenwald, Nieto fut soumis à une investigation de style policier et écarté de toute autorité. Et pourtant, ce fut Nieto qui signa à Buchenwald au nom du PCE le serment légendaire. Je n'ai le texte que dans l'original. Juramos ante el mundo entero en esta plaza de revista, este lugar de crueldad fascista, que nunca abandonaremos la lucha hasta que el último de los culpables comparezca ante los jueces del pueblo. 2 minutes. En effet, dans un meeting à Toulouse devant les rescapés de camp de la mort, la passionnée s'exclama « Vous êtes des traîtres, car vous n'êtes pas morts ». Ce texte ne figure pas dans les pages des Patriotes del Sud-Ouest, quotidien du parti. Ce sont les participants qui me l'ont dit. Ils ne croyaient plus leurs oreilles. Laissez-moi conclure, 1 minute. Avec cette scène finale, à Paris, vous l'avez déjà vu, à l'hôtel Lutetia Boulevard Raspail, la plus triste de toutes les scènes, car elle enregistre l'heure de la joie, le moment de la libération. Ces hommes sont libres, mais regardez leur visage, aucun ne démontre la moindre trace de joie. Ce sont les hommes qui ont vu, qui ont survécu le non-imaginable. Je vous remercie. Je me demande si cet exposé ne tombe pas dans le défaut que dénonce quelqu'un comme Anna Dievorka quand elle parle de ceux qui réduisent l'histoire communiste à sa seule criminalité. Je crois que l'histoire communiste ne se réduit pas à sa seule criminalité qui existait. Il y a 4 points qui me gênent un peu. Bon, premièrement, ça me gêne toujours quand on parle de la position du Parti communiste français en 1940. Tout simplement parce que le Parti communiste français en 1940 n'existe plus. Voilà. Il a été interdit, ses cadres sont dispersés, beaucoup de militants sont partis au moment du pacte germano-soviétique, et il y a un état de désarroi qui fait que je ne vois pas, moi par exemple, quelle cohérence trouver entre l'attitude de Maurice Thorez à Moscou, déserteur, et directement sous la coupe de Staline, l'attitude de Duclos à Paris avant d'être à Bruxelles, flanqué d'un membre de l'Internationale essayant de faire reparaître l'humanité, l'attitude d'un Benoît Frachon appelant à lutter contre la collaboration et l'attitude d'un Charles Tillon appelant carrément dès juin 40 à la résistance. Bon, donc il n'y a pas une attitude communiste générale, et je dirais que, et ça Ange Alvarez peut en parler, il en a dit 2 mots tout à l'heure, il y a beaucoup de jeunes communistes dont la conscience politique s'était forgée dans le combat antifasciste des années 30 et qui ont été au début de la résistance, y compris, comme la famille d'Ange Alvarez, de nombreux Espagnols. Je crois que bon, maintenant tout ça est loin,
Il n'y a pas de passion à y mettre. Je crois qu'on pourrait dire qu'il n'y avait pas de résistance communiste en 1940, mais il y avait de nombreux communistes résistants. La fin de la loi, je ne crois pas qu'on peut expédier en 3 minutes une question aussi complexe. Hein, il est absolument évident que ni De Gaulle ni Thorez n'avaient intérêt à ce qu'on mette en avant des noms étrangers parmi ceux qui étaient censés représenter la France légitime, hein, par opposition à la France légale qui était celle de Pétain. Mais, par exemple, moi, les témoignages que j'ai eus des gens de la 35e brigade FTP Moy de Toulouse, dont on parle beaucoup moins que du groupe Manouchian, alors qu'ils ont fait beaucoup plus d'exploits armés au total, c'est plutôt qu'ils n'ont pas eu les protections auxquelles ils auraient eu droit et qu'ils ont perdu le contact avec la direction des FTP à la fin. C'est une histoire compliquée. Faut quand même rappeler que si on parle du groupe Manouchian, c'est à cause d'un poème écrit en 1956 par Louis Aragon, qui était membre du comité central du Parti communiste à l'époque, qui était probablement un poème de remords, qui a été demandé à Aragon par un membre de la 35e brigade FTP Moy de Toulouse, avec qui je parlais il y a quelques jours, qui s'appelle Raymond Lévy, qui était membre de la 35e brigade. C'est lui qui a demandé à Aragon ce texte pour l'inauguration d'une rue Manouchian à Paris, et ensuite Léo Ferré en a fait une chanson. Donc c'est devenu célèbre. Mais c'est pas revenu tout seul. Il y a une mémoire de l'histoire, mais il y a aussi une histoire de la mémoire qu'il faudrait prendre en compte. Bon. J'ai été très intéressé par ce qu'on a dit les anarchistes espagnols, parce que ça, à mon avis, c'est un des gros points sous-estimés. Bon. Le peu de recherche que j'ai fait concernant le camp du Vernet m'indique qu'il y avait 1000 anarchistes espagnols en 1939 qui étaient là, dont la plupart des anciens de la colonne d'Urruti, à commencer par le lieutenant d'Urruti, Ricardo Sanz. Qu'ils ont eu un rôle essentiel au camp du Vernet et qu'il y a eu pendant plusieurs années au Vernet une vraie lutte d'influence entre l'appareil communiste ou stalinien, qui était représenté par Juan de Pablo, que tout le monde prenait pour un espagnol alors qu'il était hongrois, et que c'était un révolutionnaire professionnel formé par le Comintern, par l'Internationale, et les anarchistes. Ce que j'ai vu dans les archives, d'après les rapports des chefs de camp au préfet de l'Ariège, c'est qu'à partir de la fin 43 et du début 44, il y a des appels à l'unité d'action entre communistes et anarchistes qui ont lieu, et que ça va nourrir une partie de la résistance dans l'Ariège, puisque de nombreux évadés du Vernet ou libérés du Vernet ont fait partie des brigades de guerrilleros. Je voudrais faire quelques commentaires sur cette intervention de M. Pike, qui m'a paru légèrement exagérée sur un certain nombre de points. Le groupe Miremustes et le groupe de Courant Mustes font en fait exactement ce qu'a fait le groupe Manouchian après, et ont été, non pas trahis, mais ont été arrêtés par la police française, qui a été, dans ce cas précis, comme pour le groupe Manouchian, d'une extrême efficacité. Je crois que le problème de la mémoire de des résistants espagnols, je ne pense pas qu'on puisse mettre ça sur le dos de Staline. Je pense qu'on peut facilement mettre ça sur le dos des gaullistes, sur le dos des communistes français, ça sans aucun problème. C'est vrai que ça n'intéressait personne en 1945 d'expliquer que des Espagnols étaient dans les premiers chars qui ont libéré Paris. Ça n'intéressait personne d'expliquer qu'ils avaient fait les premiers attentats à Bordeaux, à Nantes ou à Paris, et qu'ils étaient partis ensuite à Mauthausen en grande quantité. C'est vrai que ça n'intéressait pas non plus le Parti communiste espagnol, puisque, comme l'a rappelé M. Pike, et c'est une des rares choses que je trouve juste dans ce qu'il a dit, c'est vrai que le Parti communiste espagnol, comme le Parti communiste français, avait une direction qui était à Moscou, et que donc, ces Espagnols extrêmement nombreux en France se sont débrouillés comme ils ont pu. Ils étaient des antifascistes, ils avaient lutté contre Franco, contre les Allemands, contre les Italiens, et dès les camps, dès Argelès, ils se sont réunis et ils ont décidé de se battre contre les nazis. Et c'est vrai que la direction de leur parti ne leur a pas donné cet ordre-là, et qu'en 1945, la direction de leur parti, revenue en France, leur a reproché cet engagement
qu'ils ont eu très tôt dans la résistance en France. C'est vrai qu'il y a eu là des règlements de compte politiques qui ont été sanglants pour une part, mais ça ne retire rien au fait que ces communistes espagnols ont été au premier rang de la lutte à Paris, dans le sud de la France, et que, je suis désolé, mais c'était pas Staline qui n'a pas voulu que leur nom soit sur des plaques, c'est plutôt les gaullistes et les communistes français et une partie des communistes espagnols. Dans un bouquin antérieur, cher David, comme le dit M. Montané, tu as traité de l'affaire Gaulle-Euro-Paprika avec les arguments qu'il y avait à l'époque dans les journaux dominants, avec les arguments de la police de l'époque, qui disaient que les Espagnols, que l'on envoyait donc en Corse ou en Algérie, en Afrique du Nord, en 1950, avec un gouvernement de centre-gauche, c'était parce qu'ils étaient l'avant-garde de l'armée rouge et qu'il suffisait que Staline appuie sur un bouton pour qu'il déclenche la lutte armée. C'était quand même une vision tout à fait typique de la guerre froide, mais dont l'histoire montre qu'elle est vraiment extrêmement erronée. Et dans la deuxième partie, concernant l'entrée en lutte des Espagnols, les rapports avec la MOI, les rapports entre communistes et anarchistes, ayez la patience d'attendre la deuxième partie, vous allez voir qu'on va en traiter. Mais Jaime Nieto en particulier, Jaime Nieto, dans ton bouquin de l'époque, donc sur cette affaire, pour l'Euro-Paprika, enfin une partie du bouquin est consacrée à cette affaire, tu le traites donc pas du tout comme la victime que tu as dépeinte maintenant, pour ce fameux meeting que nous connaissons bien, avec Raymond Badiou, que j'ai eu comme prof, Frédéric Amonseigne et José Esther Boras. Tu le traites là avec beaucoup de sollicitude, mais dans le bouquin de l'époque, par rapport à l'Euro-Paprika, tu trouvais que c'était normal. C'était le fait que, effectivement, la thèse dominante de l'époque, complètement démentie par l'histoire, c'était avant-garde de l'armée rouge. Alors, moi, voilà, concernant la résistance espagnole, ce qu'il faut dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui encore, écoutez bien, vous êtes à Paris ici, vous êtes plus près, vous, des Invalides, où il y a le siège de la Fondation pour la mémoire de la déportation, que nous. Vous êtes plus près. Vous, c'est un ticket de métro. Nous, il faut venir de loin. Eh bien, ça fait des années qu'on fait des démarches pour que dans le fameux train fantôme, Guy Scarpetta, qui est intervenu, est l'un des animateurs, coprésident donc de l'amicale du train fantôme. Mais le train fantôme qui est parti du Vernet, qui s'est formé pour une large part, 60-70%, à partir des prisonniers du camp du Vernet, ça fait des années que nous avons prouvé qu'il y a 15% de l'effectif qui avait été oublié, donc 68 personnes sur les 403 qui ont été prises ce matin-là. Parmi les 68, il y avait 40 Espagnols, pratiquement tous résistants. Alors que parfois, au Vernet, il n'y avait pas que des résistants parmi les autres. Il y avait aussi des droits communs, qui ont eu droit à la carte de déporté. Mais les Espagnols qu'on n'a pas mentionnés, ils ne sont pas marqués déportés. Et beaucoup d'entre eux étaient résistants. Et ça fait des années que nous luttons. Et la FMD, bon, lentement, l'organisation démocratique dont le rôle est précieux, elle avance très très lentement. Il y a 1 an et demi, elle a donné le feu vert, elle a validé les listes très précises, extraites du travail dans les archives, parce que, David, il y a des archives quand même, il y a des archives. De même qu'on peut trouver des os de mammouth 50 000 ans après, on trouve dans les archives des choses beaucoup plus fraîches. Et là, il apparaît qu'il y a plein de gens qui ont été déportés et qui ne sont ni dans le livre mémorial de la déportation française, de la FMD, ni dans le livre mémorial espagnol fait par Vermeerko et sa collègue, et nous avons un travail à faire ensemble. Et là, David, tu vois, justement, compte tenu de ton œuvre sur l'Holocauste espagnol, c'est là que nous attendions une intervention pour nous aider à sortir des fausses, non pas de la mémoire, mais de l'histoire dominante, les fausses de l'histoire dominante, tous ces gens qui ont été déportés pour faire des résistances et qui n'ont même pas eu droit à rien. D'accord? Sans parler, évidemment, de ceux... Alors, juste une incise, on ne peut pas développer, et encore une fois, c'est le thème de mon intervention de tout à l'heure, mais concernant le camp du Vernet, avant qu'il y ait 43 et 44 au Vernet, il y a eu 41, 42, évidemment. Donc, les éléments que tu apportes, Guy, sont précieux, parce qu'effectivement, au camp du Vernet, il y avait un comité de l'Union nationale. D'accord? Au camp du Vernet, il y a eu quelqu'un qui s'appelait Manuel Coubel, dont je parlerai tout à l'heure, qui était un dirigeant de la CNT. Mais, en 40-41, les rapports de police que nous avons étudiés de près, ils témoignent de la manipulation d'un certain nombre de responsables anarchistes, qui étaient très divisés, hein, mais un certain nombre d'entre eux, il y avait 3 tendances au Vernet identifiées, étaient manipulés par le directeur qui les protège. Il y a même des lettres de la préfecture de l'Ariège qui s'étonnent qu'on ne les ait pas encore envoyées en Algérie, alors qu'on a déjà envoyé 5 ou 6 convois avec énormément de brigadistes et de communistes espagnols. Donc, les choses sont complexes. Et moi, je crois que ce que nous devons faire, avec le souci d'entendre des thèses qui nous sont désagréables par moments, parce que je crois, David s'en est rendu compte qu'il y avait des réactions, parce qu'il y avait un décalage par rapport au titre.
Et après, bon, et c'est vrai que le sujet que tu abordes, c'est légitime de poser toutes les questions. Encore faut-il, et j'en conclus pour ne pas abuser à mon tour, il faut donc être cohérent par rapport à ce qu'on a dit de Jaime Nieto hier et de ce qu'on dit aujourd'hui, en le défendant aujourd'hui, alors que hier, on l'a laissé se faire. Jaime Nieto, c'est un des plus grands résistants de France. Allez voir le chapitre qui est écrit là-bas. Jaime Nieto, il est arrêté le 1er septembre 1942 à Toulouse, dans une affaire qui s'appelle l'affaire Reconquista d'Espagne, dont je vous donnerai tout à l'heure 3 minutes ou 5, parce qu'on n'a pas le temps. Et ce Jaime Nieto, effectivement, c'est une injustice lamentable que le gouvernement français de 1950, de centre-gauche, donc, est le premier gouvernement de centre-gauche de l'époque, avec un ministre des anciens combattants qui s'appelait Mitterrand. Ce gouvernement-là a mis dehors de très grands résistants comme Jaime Nieto. Et ça, c'est pas les soviétiques, c'est pas Staline, ça s'est passé ici. Et Jaime Nieto n'a droit à rien. Même à Toulouse, mon Toulouse, je suis né, par la faute de mes parents qui se sont connus là-bas, même mon Toulouse à moi n'est pas foutu d'honorer Jaime Nieto alors que c'est un hyper grand résistant. Pas que des résistants, si vous voulez, qui ont droit dans les livres à des chapitres, etc., mais qui finalement ont fait de la résistance politique. Lui, il a fait de la résistance politique, de la résistance militaire, et c'était un modeste tailleur, avec une femme et des enfants. J'ai terminé, excusez-moi, mais voilà, nous aimerions, David, que les débats se poursuivent dans ces termes. Je ne peux pas, David, ne pas marquer une chose. Il ne s'agit ni de manichéisme, ni de religion, ni de dogme. J'ai vécu 10 ans en tant que cinéaste, élève cinéaste, en Union soviétique. Mon père en France était interdit, il était clandestin. Moi je suis partie, c'est une chose que la DST sait très bien, sous couvert d'appartenir à une délégation palestinienne dans le cadre du soutien du PC soviétique au mouvement international. D'accord ? Je n'allais pas à l'Artec, je ne vivais pas dans un 5 pièces, je ne recevais pas des devises, je vivais, et c'était le choix que j'avais fait avec le général Louis, la 16 internationaliste. D'accord ? En tant que cinéaste, j'ai été confrontée à beaucoup d'archives, élèves cinéastes et cinéastes. J'étais parmi la communauté des Ninius, qui avait l'âge, pas de mes parents, mais en dessous, qui en 36, et entre 36 et 39, ont été embarqués en Union soviétique, qui à ce titre-là étaient citoyens soviétiques de nationalité espagnole, parce que c'était comme ça le passeport soviétique. Quand on sort Staline dans le cadre des idéologies de la guerre froide qui se faisaient face, à savoir une société capitaliste où le profit, la libre entreprise individuelle, etc., et une certaine vision communautariste, etc., de la société, on ne peut pas sortir Staline comme un polichinelle de la boîte. Il s'agit d'un État compliqué, l'URSS, issu d'une histoire très complexe, qui, à un moment donné du tournant de l'histoire mondiale, comme la Commune de Paris en 1870, a proposé quelque chose. On n'a pas voulu l'aider, on a décidé, comme pour la République espagnole, que c'était l'ennemi à abattre, parce que tout d'un coup, il faisait tomber certains privilèges. Au sein du mouvement internationaliste et en URSS, les débats citoyens existaient, et par rapport à la notion de répression de pouvoir. Et on ne peut pas dire que les Espagnols simplement ont souffert ou ont été pris. Nous étions partie du peuple soviétique et nous avons subi en contre-coup des réactions et des décisions politiques au sein de cette société. Tant qu'on n'abordera pas l'Union soviétique comme un corps vivant et qu'on ne réfléchira pas en donnant les honneurs de liberté et d'indépendance aux citoyens soviétiques qui se battaient à l'intérieur, quel que soit leur courant, trotskiste, tsariste, tout ce qu'on voudra, on abordera la révolution espagnole par le prisme d'une petite colonie satellite de l'URSS, et ça ne marche pas. Je ne peux pas répondre à toutes ces questions, et pour cela j'en choisis la première, le cas de Manouchian. On dit que le groupe a été arrêté par les Français, mais dans la lettre que Manouchian a écrite à Méliné,
saisie par les soviétiques après, mais elle a récupéré. Et dans cette lettre de Manouchian à Méliné, il écrit « Je pardonne tous, sauf celui qui nous a trahis ». Est-ce qu'on peut prononcer le mot « Albert » dans ce cas? David, dans les archives que nous consultons nous aussi, nous trouvons des cas de trahison. Je vais en citer un, puisque ce n'était pas prévu qu'on en parle, mais puisque tu parles de Manouchian, là, et que nous voulons parler quand même de la résistance espagnole qui n'est pas souvent à l'honneur. Dans le livre de Gaston Laroche de 1967 ou 68, on les nommait des étrangers. Il y a 100 pages sur le groupe Manouchian, il y a 19 pages sur les Espagnols. Pourtant, les Espagnols, ce sont les fondateurs des groupes armés de la Molle, avant Manouchian. Alors, ce n'est pas du tout une rivalité, mais c'est simplement que, attention, aujourd'hui, nous avons une occasion pour parler d'Espagnol. Alors, moi, je vais parler de quelqu'un qui a trahi, dont on a les preuves. Parce que dans beaucoup de livres, on dit, il paraîtrait que, peut-être... Bah, les preuves sont dans les archives. Comme je disais, les os de dinosaures ou de mammouth, on les trouve. Et là, ça s'est passé il y a moins longtemps. Et on trouve, par exemple, Joaquín Olaso, dont d'aucuns ont parlé, toi aussi dans tes livres. Mais Joaquín Olaso, sous la torture, il charge José Miré. D'accord? Je ne vous raconte pas les détails, mais nous avons les documents. Parce que la torture, ça existe, et qu'il y a des gens qui craquent. Dans la même histoire, celle qui concerne... Quel était le second nom de ton père? Hernando? Mariano Peña, c'est pas un petit que le prénom, parce qu'il y a une Peña dans les dossiers, là, je le cherche à l'instant. Mais en tout cas, dans l'un des affaires là, donc, de José Miré Mousté, il y a un autre traître que la police appelle Gutiérrez, qui en fait s'appelle Soria. Eh bien, nous avons vu, donc, à travers les archives du jugement des policiers à la Libération, qui, rassurez-vous, hein, ça a été instruit, ils avaient à leur actif d'avoir, par exemple, Charlie en parlera, tué dans le dos Domingo Tejero de 4 balles, hein, il racontera Charlie, mais ces types-là qui ont arrêté des dizaines d'Espagnols et plusieurs arrestations se sont passées avec meurtre à la pluie, quand ils sont jugés, après une instruction, on leur rend les honneurs, la pension et tout. Eh bien, dans ces archives de la police, il apparaît que le dénommé Gutiérrez, son vrai nom c'était Soria. Et nous, quand on lit les rapports, tout ça, on dit, bon, ce type aussi, il a craqué, il a craqué, il a craqué. Jusqu'à ce que, dans un autre livre, qui n'est pas un livre d'historien académique, le livre de Neus Catala, sur ces femmes dans la résistance, il y a plusieurs témoignages de femmes qui ont été mêlées à ces traques de l'époque. Et là, il y en a une qui, innocemment, au moment où l'interview, dans les années 80, quand a été fait ce livre, elle parle qu'elle a croisé Soria, méconnaissable, dans un couloir, quand on les a arrêtés vers le 27 juin 1942, si je me souviens bien. Donc, effectivement, le type, il apparaît qu'il a été traité, donc, comme parfois on pouvait traiter des prisonniers, et qu'il a craqué. Alors, c'est pas la peine d'inventer que c'est Staline, vous voyez, parce que ça, les preuves, tu vas avoir du mal, David, à les produire, les preuves, parce que c'est un vieux débat, et les preuves paraissent très spéculatives. Mais par contre, que des gens craquent sur la torture, c'est courant.